Nous sommes désormais en édition spéciale sur LCI alors que des frappes ont été entendues, ressenties, affichées au Venezuela, des frappes qui sembleraient être américaines. C'est en tout cas ce que nous disent les habitants sur place. Et d'ailleurs, des dépêches de l'AFP nous signalent qu'il y a eu de grosses déflagrations ainsi que des fumées, notamment aux alentours de Caracas, la capitale, mais également dans les zones alentours. Alors évidemment, le tout est de savoir ce qui s'y passe concrètement parce que c'est vrai, le président américain Donald Trump avait menacé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois même, de réaliser une intervention. Ce qu'il reproche, c'est en tout cas sa rhétorique, c'est un trafic de drogue qui viendrait du Venezuela et qui inonderait les États-Unis. Aujourd'hui, bien sûr, il y a également la question du pétrole qui se pose. Jordan Olivier, qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui se passe présentement au Venezuela? Alors vous l'avez dit, de fortes explosions ont été entendues dans la capitale vénézuélienne aux alentours de 2 heures heure locale, 7 heures française. Des bruits également similaires à des avions, survols d'avions ont été constatés. On le voit, plusieurs vidéos ont été relayées sur les réseaux sociaux avec des dégagements de fumée, même si pour le moment on ne peut pas confirmer ou en tout cas affirmer avec exactitude les cibles qui ont été visées par ces frappes. On le sait, le contexte actuel est très tendu entre le Venezuela et les États-Unis. Donald Trump accuse notamment Nicolas Maduro d'être, je cite, à la tête d'un réseau de narcotrafic. Et depuis plusieurs semaines, des bateaux vénézuéliens ont été frappés par l'armée américaine avec à son bord prétendument des trafiquants de drogue. Pour le moment, aucune confirmation officielle de l'implication américaine, même si l'agence France Presse relaie un communiqué du Venezuela qui dénonce la très grave agression militaire des États-Unis. C'est en tout cas ce que relaie l'agence France Presse à 8h43. Alors il y a évidemment deux discours selon que l'on est à Caracas ou à Washington. Du côté de Washington, Donald Trump évoque l'essentielle lutte contre le narcotrafic et accuse le Venezuela d'être partie prenante de ce trafic. Quant à Nicolas Maduro, le président vénézuélien, il accuse Donald Trump de vouloir le renverser pour pouvoir s'emparer des réserves de pétrole vénézuéliennes, puisqu'on rappelle que le Venezuela compte des réserves de pétrole parmi les plus vastes de la planète. Grégory Phillips, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes le chef du service international de LCI. Alors évidemment, ce matin, on est un peu cueillis par cette attaque. Est-ce que vous en savez un petit peu plus? Écoutez, Jordan vient de préciser les faits de la nuit. Vous avez raison, c'est l'information de la nuit, à savoir ce qui ressemble fort à une intervention militaire américaine au Venezuela. On sait que ça faisait des semaines que la tension montait, notamment avec les bombardements de ces navires de narcotrafic. On a parlé la semaine dernière d'une frappe qui aurait visé un port au Venezuela. Et là, cette fois-ci, c'est la capitale, Caracas, qui serait visée par des frappes américaines. On parle de 7 à 8 frappes, Jordan, je parle sous votre contrôle, avec des hélicoptères Chinook américains dans le ciel de la capitale. Donc là, on est véritablement, on a monté d'un cran. Le plus étonnant, c'est que Trump est au pouvoir depuis quasiment un an. Le 20 janvier, on marquera le premier anniversaire de son investiture. Et c'est un président qui s'est fait élire sur le thème pas d'intervention, pas Exactement. de boots on the ground, je veux résoudre toutes les guerres. Trump anti-guerre. Oui, Donc lui-même là, déteste ça. oui. Trump l'anti-guerre qui veut résoudre toutes les guerres les unes après les autres, 7 ou 8 selon son décompte. Et puis là, on voit que c'est une intervention américaine qui nous rappelle ce qui s'est passé dans les années 80 où les États-Unis se permettaient d'aller intervenir dans tel ou tel pays d'Amérique du Sud comme si c'était leur précaré. C'est l'information de la nuit. C'est évidemment une décision qui a été prise à la Maison-Blanche, ça ne fait aucun doute. Et nous allons en mesurer les conséquences au fur et à mesure de la journée. Qu'on décortique ça avec vous précisément, Grégory. Vous parlez en effet d'explosions vues, ressenties à Caracas. Il y en a également à Igrot, j'espère que je le prononce bien, qui est apparemment à une centaine de kilomètres de là. Est-ce qu'on sait s'il y a des installations militaires qui se trouvent là? Est-ce que c'est peut-être ça qui est visé dans un premier temps par Donald Trump pour avoir une certaine forme de légitimité dans son action? Honnêtement, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas cette géographie des installations militaires vénézuéliennes. Mais selon le mode opératoire, en tout cas, il serait logique qu'on commence par ça. Clairement, ce sont des installations militaires et des bâtiments officiels qui ont été visés. Des installations portuaires également. Et des installations portuaires. Là, c'est le milieu de la nuit à Caracas, si je ne me trompe pas. Donc, la situation est encore un peu floue. Mais clairement, ce sont des installations militaires, portuaires et gouvernementales qui ont été visées. Où se trouve Maduro? C'est une vraie question. A-t-il été prévenu, alerté?
Nicolas Maduro, je vous interromps, Grégory, parce qu'il décrète à l'instant l'état d'exception, qu'il appelle à la mobilisation, Un qui état dénonce d'urgence. aussi une très grave agression. Quels sont le scénario, les possibilités que ça escalade et que cela devienne un conflit qui dépasse ces simples frappes pour l'instant? Alors, ça fait plusieurs semaines déjà que Maduro alerte sur l'intervention possible des États-Unis. On a vu qu'il avait déjà mobilisé des troupes, etc. Pour l'instant, sauf erreur de ma part, et encore une fois, la situation est très volatile, on parle de frappes aériennes et je ne vois pas de militaires américains débarquer à Caracas à ce stade. Pas d'intervention au sol, pas de troupes au sol. L'escalade, ce serait ça. Ce serait que les militaires américains, les Marines, débarquent à Caracas et essayent d'aller attraper Maduro. Ça pourrait être ça la prochaine étape. Et c'est aussi pour ça qu'il appelle à cet état d'urgence, à cet état d'exception, parce qu'il sait sans doute que si ce n'est sa vie, ou en tout cas sa liberté, sont en danger. Et il appelle aussi, à la mobilisation. Donc là, on franchit aussi un cran dans la rhétorique. C'est-à-dire oui, je pense qu'on est, si ce n'est dans une guerre, dans une crise absolument majeure entre les deux pays. Et il va falloir voir évidemment comment les prochains développements dans les prochaines heures. Nicolas Maduro, dont les jours sont comptés, avait dit Donald Trump avec ses mots exacts. C'est à la fois une manière de dire qu'il ne restera peut-être pas président très longtemps, une manière aussi peut-être de dire qu'il pourrait être éliminé. La rhétorique est volontairement choisie comme quelque chose d'assez violent, militariste, pour dire attention, cet homme n'a rien à faire au pouvoir et il peut complètement tomber du jour au lendemain. Et vous avez vu la communication de Maduro ces dernières semaines, à la fois un peu bravache, dans des vidéos où on le voyait danser pour provoquer un petit peu le Satan américain, pardonnez-moi cette expression, et puis ces derniers jours quand même une espèce de main tendue en disant mais sur la lutte anti-drogue nous pouvons échanger avec les autorités américaines, comme s'il sentait un peu venir le vent du boulet. Honnêtement, l'une des questions qui se pose ce matin, c'est où est Maduro? Où est-il? Est-il au palais présidentiel? S'est-il mis en retrait dans d'autres bâtiments moins visibles? Puisqu'il communique, d'où est-ce qu'il communique? Ça, c'est une question qu'il va falloir régler assez rapidement. En attendant, sur les réseaux sociaux, des images de grands incendies avec des dégagements de fumée sont visibles. Il est impossible pour l'instant de localiser où sont précisément ces incendies. Alors, on a parlé de frappes sur des bases militaires. Vous vous souvenez que en début de semaine dernière, il y avait déjà eu une alerte à une frappe terrestre. Oui, sur l'installation portuaire, me semble-t-il. Voilà, exactement. Une installation portuaire d'où sont censés partir ces navires de narcotrafiquants. Alors, du point de vue de Trump, c'est ça le nœud du problème. Enfin, c'est ça en tout cas la raison principale. C'est celle qu'on avance en tout cas. La lutte contre le narcotrafic. Il y a derrière évidemment une arrière-pensée politique puisque Maduro est l'ennemi. Enfin, c'est la tout raison officielle. C'est tout ce que Trump déteste évidemment. Dites-vous, Camilla. Parce qu'évidemment, il y a d'autres choses qui se cachent derrière. C'est la rhétorique qu'a Donald Trump depuis le début, c'est de dire on lutte contre le narcotrafic. Nicolas Maduro a accusé lui-même personnellement de diriger le narcotrafic vers les États-Unis. Et effectivement, on peut se poser la question des raisons qu'il peut y avoir là-dessous. Et on sait que les tensions entre les deux pays ne datent pas d'hier. Ce n'est pas une affaire de ces derniers mois, de ces dernières semaines, parce que c'est depuis le mois d'août que les États-Unis sont commencés à intervenir aux alentours, on va dire, de l'espace maritime vénézuélien. Mais ça date depuis l'élection d'Hugo Chavez, ça remonte à 1998, si je ne dis pas de bêtises. Et déjà, à l'époque, c'était un petit peu compliqué parce qu'on avait vraiment un affrontement de deux idéologies politiques très différentes à l'époque. Et progressivement, c'est monté en tension, puisqu'à un moment donné, c'était en 2010, le gouvernement vénézuélien, donc dirigé encore à ce moment-là par Hugo Chavez, a décidé de nationaliser plus de 250 entreprises. Et parmi elles, il y avait des entreprises américaine, ce qui a évidemment fortement déplu. Déjà à l'époque, il y avait eu des tentatives de coup d'État des États-Unis sur le Venezuela et Nicolas Maduro n'est que l'héritier d'Hugo Chavez. Je rappelle que c'est un ancien chauffeur de bus, qu'il a été mis là pour assurer l'intérim après le décès d'Hugo Chavez qui est mort d'un cancer. Et ensuite, il a été élu à 2 reprises, Nicolas Maduro, qui est resté à peu près sur la même ligne. Et donc les tensions ne se sont jamais vraiment apaisées avec les États-Unis.
Et tout ça, je vous parlais donc de ces entreprises américaines. Il faut savoir que le secteur principal qui intéresse certainement les États-Unis, c'est celui du pétrole, parce que le Venezuela est le principal détenteur des réserves mondiales donc de pétrole brut, numéro 1 devant l'Arabie Saoudite notamment. C'est 1/5 des réserves mondiales. C'est énorme. C'est 17,5%. Donc on parle de 302 milliards de barils. C'est astronomique. Et on sait réserve, hein, ça ne veut pas dire qu'ils les exportent. Non, en réserve. Mais les réserves. Donc, effectivement, ça peut intéresser les Américains. Tout à fait. Et on sait que les États-Unis sont eux-mêmes producteurs de pétrole, mais ils ont une telle consommation qu'ils ont besoin d'importer tout de même énormément. Donc effectivement, depuis qu'il y a ces affrontements avec le Venezuela, il a été obligé de trouver d'autres solutions, notamment pour se fournir. Jordan. Oui, et Grégory le rappelait tout à l'heure, mais le timing interroge aussi, puisque cette semaine, jeudi, Nicolás Maduro a donné une interview à la télévision vénézuélienne, où il affirmait justement, il y avait une forme de main tendue, il disait qu'il était ouvert à des discussions sérieuses avec Donald Trump, notamment sur la question du pétrole, mais également sur la question du trafic de drogue. D'ailleurs, lors de cette prise de parole, il a aussi affirmé que le système de défense nationale a garanti l'intégrité territoriale de son pays. Force est de constater que pour l'instant, les choses s'accélèrent, en tout cas au Venezuela, sur ce niveau-là. Grégory, on est en train de parler potentiellement d'une intervention américaine sur un pays qui est souverain. Qui derrière va pouvoir aller sanctionner ça? Qui derrière va pouvoir reprocher à Donald Trump d'être intervenu, comme il a pu le faire d'ailleurs dans d'autres théâtres? Mais qui ici va lui dire ce qui a été fait est mal et ne respecte pas le droit international? Je pense que c'est un retour à la réalité, celui qui nous ramène aux années 70, aux années 80, où l'Amérique du Sud est le pré-gardé, le terrain de jeu des Américains, l'arrière-cour des États-Unis. Donc vous le dites, personne ne va aller dire à Trump que... Si, bien sûr. Vous avez vu la réaction du voisin colombien qui dit, le président Petro, qui dit « ils ont attaqué le Venezuela ». Et il condamne l'attaque au missile contre Caracas, c'est ce qu'il vient de déclarer il y a quelques instants. Donc vous commencez à avoir des réactions internationales. Mais quand je vous dis que c'est un dur retour à la réalité, c'est que on est dans l'empire américain. Vous savez, il y a cette théorie sur les prédateurs de l'écrivain Empoli qui dit voilà, c'est le retour des empires. Et ben l'empire américain, c'est évidemment les États-Unis, mais aussi toute la sphère sud-américaine où ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais globalement, c'est vrai que les autres pays sud-américains, ils se sont exprimés, en tout cas leurs dirigeants, pendant ces semaines, ces mois de tension, et la plupart restent prudents, mais sont quand même opposés à la politique de Donald Trump, justement cette politique souverainiste qui les ramène des années en arrière avec justement ce terrain de jeu. Le seul pays qui détonne un peu, c'est l'Argentine, puisque son président Javier Milei, lui, a dit l'inverse. Dans un sommet récent au Mercosur, il a dit que effectivement, il soutenait plutôt la politique de Trump parce que ça permettrait aux Vénézuéliens de se libérer de la politique de Maduro. On sait que le Venezuela est en situation d'hyperinflation. On a tous vu ces images aussi dans les supermarchés de pénuries alimentaires, des produits qui manquent, la pauvreté, le quotidien des Vénézuéliens est certes très compliqué, mais globalement, le pays est soutenu par ses voisins sud-américains, hormis évidemment le président argentin, mais encore une fois... Qui est un ami de Trump. Qui est un ami de Trump, et encore une fois, c'est le président, les habitants, les Argentins, ça n'a rien à voir, tous ne sont pas forcément... Et qu'est-ce que l'on sait de l'état de soutien du président vénézuélien de la part de la population vénézuélienne? On sait que c'est un héritier d'Hugo Chavez, Camilla nous l'a rappelé. Je pense que c'est une population qui souffre, notamment à cause de cette inflation terrible. Vous avez un nombre important de Vénézuéliens qui sont en exil, donc vous avez une population qui déjà est sous le coup de cette inflation terrible, de cette situation économique extrêmement dure et d'un pouvoir autoritaire. Après, est-ce qu'une intervention américaine ne va pas réunir le peuple face à ce qu'il est convenu de qualifier une agression, je peux pas vous le dire. En tout cas, on voit aussi des premières images cette nuit dans Caracas de véhicules blindés de l'armée vénézuélienne qui sont en patrouille. Donc la défense est en train de se mettre en route, et vous parliez de l'ordre de mobilisation, ça y est, ça a commencé. Justement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'on imagine bien que le Venezuela, même si une mobilisation est lancée, même si on met tous les moyens qui sont à la disposition du pays contre les États-Unis, ça ne fait pas le poids une seule seconde, on est bien d'accord, Grégory? Non, si vous comparez les deux puissances militaires, évidemment, ça n'a rien à voir. La question est de savoir si... est-ce que ça va s'arrêter là?
C'est-à-dire que vous avez ces hélicoptères dans la nuit qui ont frappé entre 6 et 8 sites. Jordan, on est à peu près là-dessus. C'est ça. Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que les cibles ont été atteintes? Ou est-ce qu'on part sur une opération militaire de plus grande ampleur avec peut-être des Marines déployés dans Caracas? C'est le scénario que j'évoquais tout à l'heure, la volonté d'aller destituer et chercher Nicolás Maduro. Là, il pourrait évidemment avoir une situation qui dégénère. Est-ce qu'on est sur quelques opérations ciblées au cœur de la nuit décidées par Donald Trump? Il n'y a aucun doute que c'est Trump qui a pris la décision. Ou est-ce qu'on part vers quelque chose d'une plus grande ampleur? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais on peut se poser légitimement la question de jusqu'où Donald Trump est prêt à aller, puisqu'il avait été interrogé en conférence de presse. Est-ce qu'il faut éliminer Nicolás Maduro? Est-ce que vous seriez prêt à aller jusque-là? Et il a éludé la question. Il n'a pas nié. Ça a d'ailleurs surpris un peu tout le monde. C'était dans sa façon, dans sa gestuelle, c'était presque une façon de dire « je ne l'exclus pas ». En tout cas, il a laissé planer clairement le doute. Je voudrais juste préciser un petit mot d'histoire, si je peux me permettre, c'est que le Venezuela a un petit côté symbolique en Amérique latine. C'est que c'est le pays de Simón Bolívar. Simón Bolívar qui a été un peu une des figures de proue dans la lutte contre les colonisateurs espagnols. Et du coup, dans l'histoire, il y a cette idée de fédération, notamment de David contre Goliath, en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un soutien assez important, non seulement de la gauche latino-américaine, mais aussi juste par tradition contre l'invasion de l'empire des États-Unis, si je peux caricaturer. C'est le pays où il y a encore le socialisme. Donc effectivement, les États-Unis veulent montrer, en destituant potentiellement Maduro, que ce serait l'échec du socialisme aussi en Amérique du Sud. Donc c'est vrai que c'est symbolique aussi. Grégory, vous parliez des empires tout à l'heure. Est-ce que cette situation ne va pas avoir un impact aussi au niveau international? Sur Je pense l'Ukraine, par exemple. sur l'Ukraine et aussi la velléité de la Chine par rapport à Taïwan. C'est l'époque dans laquelle on vit, Eric. C'est l'époque dans laquelle on vit. Où vous avez un Poutine qui, il y a bientôt 4 ans, décide d'envahir le pays voisin. Vous avez un empire chinois qui est assez clair sur ses ambitions territoriales à l'égard de Taïwan. Vous avez vu encore il y a quelques jours les exercices, les démonstrations de force pour envisager un blocus de l'île. Et puis là, vous avez Trump qui dit non mais en fait c'est moi qui décide ce qui se passe au Venezuela. Pour une raison officielle, la lutte contre le narcotrafic. Je crois qu'on a une centaine de morts depuis le début de ces opérations ciblées contre des... Parce qu'il y avait des opérations ciblées sur des navires. Hein, sur des navires revendiqués par le Pentagone. On a tous depuis le mois d'août. On a tous vu ces images de frappes extrêmement précises sur des petits bateaux. Ce qui déjà était une violation du droit international. Évidemment, mais au nom de la lutte contre le narcotrafic, il y a eu ça. Maintenant, on est passé à une autre échelle, c'est évident. Je pense que le narcotrafic est la raison invoquée en priorité par les autorités américaines, mais il y a évidemment derrière des ambitions beaucoup plus politiques, peut-être d'un changement de régime au Venezuela. Mais ça veut dire que le droit international, aujourd'hui, on le bafoue allègrement, sans problème, de part et d'autre du globe. Bienvenue en 2026. Bienvenue en 2026. On peut dire que l'ONU, qui était censée apaiser un peu les tensions, pèse plus grand-chose aujourd'hui, malheureusement, sur la scène internationale. Le Conseil de sécurité, on se demande d'ailleurs s'il va réagir sur cette question du Venezuela dans les prochaines heures. Vous parliez de la Chine à l'instant, Grégory Phillips. Il y a quelques jours, déjà, la Chine avait plus ou moins anticipé avec la montée des tensions et avait apporté son soutien au Venezuela en disant qu'il dénonçait toute forme d'intimidation et soutenait chaque pays dans la défense de sa souveraineté, comme quoi c'était une déclaration. Chine qui a aussi des intérêts économiques d'ailleurs sur place en Amérique. Tout à fait. On va en reparler bien évidemment. 8h59, l'information de la matinée, ce sont donc ces explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions qui ont été entendus cette nuit à Caracas. Caracas qui dénonce la très grave agression militaire des États-Unis, qui déclare l'état d'exception et appelle également à la mobilisation. Alors, est-on devant le début d'un conflit de grande ampleur? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre dans cette édition spéciale. Oui, la question se pose parce qu'on ne sait pas encore à l'heure actuelle comment la situation va évoluer. Est-ce que les frappes et l'intervention américaine va se poursuivre? Peut-être également avec des troupes au sol, rien n'est moins sûr. Est-ce que le Venezuela va réagir? Lui qui appelle aujourd'hui à une certaine forme de mobilisation, d'état d'urgence dans le pays. On va analyser tout ça évidemment avec nos experts ce matin. Il y a une séquence qu'on aimerait vous montrer évidemment ce matin. C'est une séquence qu'ont pu vivre les habitants de Caracas. C'était il y a quelques minutes, aux alentours de 2h heure locale, lorsque, en effet, les Américains ont commencé à larguer les premières frappes. Voilà ce que ça a donné dans la nuit à Caracas. Écoutez. Si es una bomba, la bomba cae en donde sea.
Mira allá, mira lo que va. Si es una bomba, las bombas caen donde sea. Mira allá, mira lo que va. Voilà, donc Nicolas Maduro, président vénézuélien, je vous le disais, dénonce la très grave agression militaire perpétrée par les États-Unis contre le territoire et la population vénézuélien. Nicolas Maduro qui précise que les localités civiles et militaires de Caracas et des États de Miranda, d'Aragua et de la Guaira autour de la capitale ont été visées. Donc effectivement, Grégory Phillips, quand on dit que ce sont des frappes d'une grande ampleur et qui ont probablement été mûrement réfléchies et bien préparées à l'avance, il ne s'agit pas d'un petit coup de semonce, là, visiblement. Oui, et à l'instant, des médias locaux évoquent des bombardements dans les zones proches de l'aéroport de Caracas. C'est-à-dire que les frappes continuent. Il doit être 6 ou 7 heures de moins. Alors pardon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Grégory ? Est-ce que c'est j'allais dire, l'aviation civile qui est visée, sachant qu'on avait déjà globalement à peu près interdit certaines compagnies de survoler la zone, ou est-ce que c'est là encore une fois pour des raisons militaires qu'on vise un aéroport précisément ? Il est possible qu'il y ait des installations militaires à proximité de l'aéroport ou des systèmes de batterie antimissiles. Ça, honnêtement, je ne peux pas vous dire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les lieux des frappes, sites militaires, installations portuaires, bâtiments gouvernementaux, ce sont des cibles qui ont été définies à l'avance. Et encore une fois, je peux vous garantir à 100% qu'elles ont été validées au plus haut niveau de l'État américain par Pete Hegseth, le patron du Pentagone, et par Donald Trump, qui se trouve encore en Floride au moment où on se parle, mais qui suit ces opérations. C'est ce que nous confirment nos confrères américains. Alors, il n'y a aucune déclaration officielle de la part des États-Unis pour l'heure. En revanche, il y a un communiqué du gouvernement vénézuélien. Je vais vous lire ce qu'il dit. Le Venezuela dénonce devant la communauté internationale la grave agression militaire perpétrée par le gouvernement des États-Unis. Cet acte, poursuit ce communiqué, constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. On voit bien que le Venezuela, Grégory Phillips, va en appeler à la communauté internationale pour réagir. Voilà, 4 heures du matin à Caracas, il y a 5 heures de différence avec Paris. Oui, et on a vu déjà les premières réactions, notamment du président colombien Petro, qui parle d'une agression. Il est évident qu'au petit matin en Amérique du Sud, vous allez avoir une succession de réactions de la part des pays de cet hémisphère sud-américain. Et puis, comme le soulignait Camilla, il va falloir voir ce que les Nations Unies disent, parce qu'on est quand même sur l'agression d'un pays tiers par la puissance américaine, violant ainsi le droit international, quelles que soient les raisons invoquées par la Maison-Blanche. Et pour les pays qui condamneraient justement cette intervention américaine, à quoi ils s'exposent peut-être à être, j'allais dire, mis au banc par Donald Trump ? Est-ce que vraiment aujourd'hui, s'opposer à Donald Trump dans ses décisions, ça peut avoir des conséquences diplomatiques sur le long terme ? Admettons, imaginons que la France fasse ça et dise non, ce qui a été fait par les États-Unis n'est pas conforme au droit international, l'acte est condamné. Bon, vous avez noté que les relations franco-américaines sont faites de haut et de bas depuis le retour de Trump au pouvoir, avec des déclarations parfois amicales, notamment avec une proximité sur le dossier ukrainien. On a vu qu'on a pu, à un moment donné, bien dialoguer avec les Américains. Il faudra voir. Mais honnêtement, effectivement, cette agression militaire, on verra si c'est le début d'une guerre ou pas. On verra si des militaires américains vont finir par être déployés dans le Caracas. C'est quand même le scénario qui peut être envisagé aujourd'hui. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On parle d'hélicoptères américains Chinook dans le ciel de Caracas et de plusieurs frappes. 6, 7, 8, peut-être un peu plus avec les dernières informations sur l'aéroport. Mais l'un des scénarios est celui-là. La volonté de faire partir Maduro du pouvoir. Voire de l'éliminer. C'est la citation de Trump que vous citiez à l'instant. Ces jours sont comptés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut qu'il quitte le pouvoir ou on veut l'éliminer. Ouais. Et dans le communiqué de presse, effectivement, qui a été envoyé par les autorités vénézuéliennes, il y a aussi un appel, entre guillemets, à la résistance, en disant que toutes les forces armées vont être déployées, et on demande au peuple de sortir dans la rue. Pour rappel, lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État sur Hugo Chavez, c'est un des facteurs qui a été déterminant. On a vu des marées humaines sortir dans les rues avec des casseroles, notamment pour
se faire entendre malgré la menace qui était présente. Et en fait, l'armée qui entourait le président vénézuélien à l'époque s'est finalement retournée et a décidé de prendre la défense du président. Alors je pense qu'ici, Nicolas Maduro essaie clairement d'assurer ses arrières, non seulement avec les organes officiels dont il dispose, mais il lance un appel à la population qui le soutient. Il est vrai que cette intervention américaine, elle nous surprend ce matin parce qu'elle est finalement pas annoncée. C'est un peu le but d'ailleurs militaire d'une intervention. Mais pour autant, Donald Trump, il avait prévenu à de maintes reprises, il avait dit une intervention au Venezuela est possible, ça peut arriver à tout moment. Écoutez. Excluez-vous d'intervenir militairement au Venezuela? Non, je ne l'exclus pas, je n'exclus rien, il faut juste s'occuper du Venezuela. Grégory, Oui. il veut quoi concrètement, Donald Trump, à travers cette intervention? Son but, c'est quoi? Est-ce que c'est de marquer un coup fort sur le Venezuela? Est-ce que c'est clairement de chasser Maduro? Est-ce que c'est de prendre quelque part le contrôle d'une partie du pays, notamment de ses réserves de pétrole, parce que c'est d'ailleurs ce que dit d'ailleurs un communiqué qui est arrivé il y a quelques instants. Le Venezuela dit que le but est uniquement de récupérer les réserves stratégiques de pétrole, parce qu'en effet, on l'a dit, le pays est un gros producteur. C'est quoi le but de tout ça? Un peu tout ça? Honnêtement, si je le savais, Vous seriez conseiller à la Maison Blanche. Voilà, je serais conseiller à la Maison Blanche. Non, officiellement, la raison de ces interventions, qui encore une fois sont fréquentes depuis le mois d'août, c'est la lutte contre le narcotrafic. C'est ça la raison officielle de la Maison Blanche. J'ai regardé le programme de Trump ce week-end, c'est assez intéressant. Hier à 17h30, donc vraiment quelques heures avant le début de cette intervention, 2 ou 3 heures avant, 17h30 heure américaine, il recevait un briefing des services de renseignement américains à Mar-a-Lago. Donc il est possible que c'est à partir de ce moment-là que la décision qu'il ait appuyé sur le bouton, dernier briefing des services de renseignement, et puis l'intervention quelques heures après. Ensuite, il recevait à 18h30, toujours à Mar-a-Lago, l'ambassadeur de Chine, qui s'est déplacé jusqu'en Floride. Ouais. L'a-t-il informé de ce qui se passait? C'est une bonne Parce question. que la Chine a des intérêts économiques aussi au Venezuela. Évidemment. Donc, est-ce que Trump a reçu l'ambassadeur pour lui parler de ses projets ou pas? Ça, c'est une autre question en suspens. Et si on regarde le programme du jour pour le président américain, aucun événement n'est prévu. Ouais. Il est à Mar-a-Lago. Il est évident qu'il suit la situation depuis sa résidence de Floride. Alors, ceci dit, donc l'ampleur de l'intervention américaine, on voit d'ailleurs des images très impressionnantes, nous cueille un peu à froid ce matin, mais il y a déjà eu un coup de semonce lundi. Lundi, Donald Trump disait que les États-Unis avaient fait leur première leur première frappe terrestre sur le sol vénézuélien en disant avoir visé une zone de mise à quai utilisée par des bateaux. Une installation portuaire. Encore une fois, la justification, c'est qu'il faut frapper absolument tous les bateaux qui font du transport de drogue. Donc, depuis lundi, on est en quelque sorte prévenu que la force militaire américaine peut frapper à tout moment le territoire vénézuélien. Oui, selon CBS News, l'opération, là je reprends les sources de nos confrères américains, l'opération était prévue pour Noël. Puis elle a été reportée de quelques jours à cause de la situation au Nigeria, et vous avez vu ces frappes, cette opération menée par les États-Unis. Donc il est possible que l'initiative de cette opération militaire sur Caracas ait été envisagée avant les fêtes de Noël, donc avant le départ en vacances de Trump, et qu'elle ait été reportée de quelques jours pour des raisons logistiques. Il y a aussi une question qui se pose, parce que là, quand on voit tout ce qui se passe, on se dit qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer. Ces événements peuvent nous faire penser aussi à l'intervention américaine en Iran il y a quelques mois. Vous vous souvenez, c'était des avions qui avaient été envoyés en pleine nuit, avec une belle diversion au passage d'ailleurs, pour garantir l'effet de surprise. Et suite à ça, l'Iran avait annoncé qu'il y aurait des représailles, il y aurait une réponse qui n'est jamais venue. Est-ce que ça peut se passer exactement de la même manière ici au Venezuela, ou est-ce que, par la nature du pays et des relations avec Trump, la réponse sera nécessairement différente, Grégory? Non, mais vous l'avez dit, si vous comparez la puissance militaire américaine et la puissance militaire vénézuélienne, un pays est extrêmement puissant, l'autre est beaucoup plus... Mais c'était pareil pour l'Iran. C'était pareil pour l'Iran. Alors pour l'Iran, ça c'était cette guerre de 12 jours qui s'est arrêtée quasiment du jour au lendemain, après la très forte intervention militaire américaine qui nous avait surpris sur les sites nucléaires iraniens. Et puis au bout de 12 jours, les choses s'étaient brusquement calmées et ça s'était terminé. Là, encore une fois, il
Il est 4h10 du matin à Caracas, la situation est encore en cours, c'est difficile de faire des projections sur l'avenir. Est-ce qu'on est au début d'un conflit important entre les deux pays et d'une tentative affirmée des États-Unis de renverser le pouvoir vénézuélien? Est-ce qu'on est allé frapper quelques cibles bien choisies, pardonnez-moi l'expression, on parle de ports, on parle de sites militaires, on parle de sites gouvernementaux, est-ce qu'on s'arrête là? Je ne peux pas vous le dire. Pour l'instant, on ignore en effet s'il y a des blessés, voire des victimes dans ces frappes, puisque je rappelle encore une fois que ce qui nous est parvenu au milieu de la nuit, c'est que de fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions, donc quand même des gros moyens mis sur cette opération sur Caracas, ont été entendus dans la nuit. Donc pour l'instant, on ne sait pas plus, on ne sait pas davantage sur le bilan humain. Je voudrais qu'on réécoute Donald Trump qui justifiait début décembre une intervention éventuelle au Venezuela. Et encore une fois, il parlait de la lutte contre le narcotrafic. Écoutez. Nous avons éliminé 96% des drogues qui arrivaient par voie maritime et maintenant nous allons nous attaquer à celles qui arrivent par voie terrestre, ce qui est beaucoup plus facile. Et cela va commencer dès aujourd'hui. Nous n'allons plus laisser les gens détruire notre jeunesse, détruire nos familles. Grégory, est-ce que quand on entend ça, on se dit que, en effet, ça peut s'en tenir là, qu'il n'y aura pas nécessairement de réponse, mais malgré tout, que le départ de Maduro est la clé de tout. Si Maduro part, est-ce que ça peut contenter Donald Trump, j'ai envie de dire? Est-ce que vous pensez que Maduro va lâcher les rênes du pouvoir comme ça? Certainement pas. Mais... Je pense pas. Ça dépend de l'intensité de l'intervention militaire américaine. Clairement, si, je sais pas, le palais présidentiel est visé, si on arrive à repérer l'endroit où Maduro se trouve, encore une fois, il est 4h12 du matin à Caracas, on ne sait pas où se trouve le président vénézuélien. Est-ce qu'il est toujours dans son palais présidentiel? Est-ce qu'il a pris du recul? Est-ce que... scénario possible. Est-ce que vous avez des Marines américains qui vont débarquer pour aller soit l'arrêter, soit tenter de l'éliminer? C'est aussi un scénario qui est tout à fait possible. On a vu dans le passé des troupes américaines déployées dans des pays d'Amérique du Sud. Mais encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes au réveil un peu... séché, cueilli par cette nouvelle, qui est totalement antinomique avec ce que voulait Trump, en tout cas au moment de son élection. Je veux arrêter toutes les guerres. D'ailleurs, j'en ai arrêté 7 ou 8 selon son décompte. Et jamais je n'interviendrai dans des pays extérieurs, America First, et surtout pas de boots on the ground, surtout pas de soldats américains déployés sur des terrains extérieurs. Je veux arrêter avec cette politique interventionniste. Là, c'est tout le contraire. Je salue Magali Barthès du service international d'LCI qui nous a rejoint. Nous allons tout de suite retrouver le colonel Alexandre Travers, rédacteur en chef de la revue militaire suisse, avant d'entendre Magali. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est votre réaction à ces frappes? Est-ce que, comme nous, vous vous posez la question fatalement du début d'un conflit éventuel entre le Venezuela et les États-Unis? Bon, ce conflit, il existe maintenant depuis des années et pas que sous l'administration Trump. Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe, disons, au jour le jour, mais il faut aussi garder à l'esprit le fait que le président Trump a, dans le cas du Venezuela, dans le cas de toute l'Amérique latine, un long game, un jeu sur la longue durée qui est de garantir l'influence américaine en Amérique latine. Et les relations entre le Venezuela qui se sont soldées par des acquisitions d'armes russes, par l'annonce très récente, en réalité hier, de la protection de certains navires vénézuéliens par la Russie, ça c'est quelque chose qui est tout à fait de nature à accélérer, à rendre beaucoup plus visible ce conflit. Alexandre Vautravers, qui aujourd'hui va venir en soutien du Venezuela? Je ne parle pas d'un soutien affiché à travers une déclaration, un communiqué de presse. Je parle d'un soutien de type militaire, appuyé. Personne, le Venezuela restera seul et donc il sera seul face aux Américains. Il n'a donc aucune chance.
Alors bien sûr, c'est une manière de présenter les choses, vous avez raison. D'un autre côté, ces appuis répétés et encore récents, il y a moins de 24 heures de la Russie, sont quelque chose qui sont de nature à être tout à fait préoccupantes pour les États-Unis d'Amérique. Pour répondre et pour trouver un scénario peut-être un petit peu original pour compléter vos propos, il ne faut pas oublier qu'il y a deux autres pays qui sont des épines dans le pied des États-Unis en Amérique latine. Un de ces pays, c'est évidemment Cuba, qui n'est plus une véritable menace ou une force militaire dans la région. Mais il y a un autre État qu'il ne faut pas éliminer tout à fait de cette équation, et c'est le Brésil. Et je pense qu'à terme, les relations entre les États-Unis et le Brésil, sous l'administration Trump, vont également se tendre. Alexandre Vautravers, Caracas a dénoncé une attaque très grave, agression militaire, voilà les termes qui ont été employés. Et Nicolas Maduro, son président, a décrété l'état d'exception, a appelé à la mobilisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Que le pays se considère en guerre? Oui, absolument. Il n'y a plus eu de déclaration de guerre formelle, on pourrait dire, depuis la Seconde Guerre mondiale et encore. Mais bien sûr, certaines défenses et les forces principales de défense du Venezuela sont dans ses forces aériennes, donc sa capacité de défense contre justement ces bombardements auxquels on assiste sur vos images. Donc on peut bien sûr admettre qu'il y aura un effort fait de ce côté-là. Et bien sûr, il y a certainement des appels qui sont faits à la Russie pour livrer les matériels de guerre, les systèmes, pour alimenter en renseignement les forces de défense du Venezuela. Vous restez avec nous un instant, Alexandre Vautravers, si vous le voulez bien. D'abord, Magali Barthès, sur la réaction à tout cela, parce que bien sûr, tout cela se passe sous nos yeux. Hein, tout ça est évidemment mouvant. Est-ce qu'aujourd'hui, on a par exemple un signal qui est envoyé par Donald Trump avec cette intervention, même si elle s'en tient à ce qui a été fait ce matin? Est-ce que ce n'est pas un signal aussi envoyé en disant les promesses, c'est une chose, mais les actes suivent avec les Américains, et c'est valable pour tous les pays du monde qui auraient maille à partir avec Washington? Oui, vous avez raison, c'est un signal d'extrême fermeté en fait qu'envoie Donald Trump, qui en fait exprime bien le fait que quand il dit voilà, vous êtes un pays de narcotrafiquants et vous êtes dans mon viseur, en effet peut aller jusqu'au bout et jusqu'à ces bombardements. Vous avez une stratégie de la pression en fait de Donald Trump sur le Venezuela depuis des mois. Ça a commencé avec ces bateaux de narcotrafiquants qui ont été visés par la marine américaine. Puis vous avez eu ces images d'Américains qui descendaient d'hélicoptères pour saisir un pétrolier américain. On voit qu'il y a une stratégie de l'étranglement pour essayer de mettre une pression maximale sur Caracas, sur Maduro, pour que le régime en fait tombe sans avoir à y aller, parce que je ne pense pas que le but de Donald Trump ce soit les troupes au sol américaines. C'est pas ce qu'il a en tous les cas annoncé à ses partisans. Mais là, on est dans une stratégie de la tension, de la pression, pour essayer, à mon avis aussi, de peser sur l'armée vénézuélienne et pour amener un lâchage de Maduro, pour l'obliger finalement à prendre la route de l'exil. Mais avec aussi un amalgame qui est étonnant, vous l'avez dit à l'instant, c'est-à-dire qu'à la fois Donald Trump en veut au régime vénézuélien pour le trafic de drogue et ensuite va frapper des navires militaires. Mais en fait, dans cette histoire, le trafic de drogue est directement imputé au régime vénézuélien. Rien n'indique pour l'instant, en effet, que ce soit le cas, que ce soit soutenu par le régime vénézuélien. Il est certain que c'est davantage la Colombie, par exemple, le pays de la production de cocaïne. Mais le Venezuela est quand même un lieu de passage. Et en fait, ce que ne cesse de dire l'administration Trump, c'est que même Maduro est lui-même à la tête d'un narco-État, d'un État terroriste. Et en fait, le fait de dire qu'il s'agit d'un État terroriste lui permet de justifier en fait une intervention. Parce que rappelons que tout ça se fait hors cadre de toute légalité internationale. Mais c'est la même justification qu'un certain Vladimir Poutine qui jugeait l'Ukraine comme un État terroriste. Mais là, il est évident que pour Donald Trump, au Venezuela, on est dans l'arrière-cour américaine, on est dans le précaré des États-Unis, et on voit bien à quel point aujourd'hui on est dans cette ère des prédateurs, où en fait chaque dirigeant, je pense à évidemment Donald Trump, à Vladimir Poutine, à Xi Jinping, ils se partagent le monde en sphère d'influence. Et en Amérique du Sud, on est dans la sphère d'influence de Donald Trump. Et il estime finalement qu'en allant taper le Venezuela,
qu'en tapant les bateaux de trafiquants, finalement, il règle aussi le problème de la drogue aux États-Unis, qu'il peut aussi régler le problème de l'immigration. C'est comme ça, en tous les cas, qu'il va le vendre à, en effet, à un peuple MAGA qui n'a pas voté pour des interventions étrangères. Retrouvons à Lima, au Pérou, un journaliste spécialiste de l'Amérique latine, Guillaume Ascari. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Comment analysez-vous, vous qui êtes en Amérique latine, cette attaque ce matin sur Caracas par l'armée américaine ? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que je suis un peu surpris sur le timing, mais étant à Porto Rico ces dernières semaines, on a vu en tout cas une intensification concrètement, en tout cas de l'activité américaine, l'activité militaire, et que derrière il y a à la fois un Donald Trump en tout cas qui ne sait pas trop forcément où il frappe, à quel moment il va frapper, mais en tout cas il montre à sa base politique MAGA, en tout cas qu'il il tient ses promesses, pour reprendre ce que disait une des personnes qui est avec vous en plateau. Moi je suis un peu surpris en tout cas sur le timing, et pour le moment en tout cas on n'a pas forcément trop d'infos. Moi n'étant pas actuellement au Venezuela, on n'a pas forcément trop d'infos sur concrètement s'il y a des morts, si les endroits très précis qui ont été frappés, hormis la Guaira et la zone portuaire. En tout cas, voilà, c'est sur fond de lutte contre le narcotrafic que Donald Trump, en tout cas, est passé derrière le déploiement militaire dans les Caraïbes et notamment à Porto Rico sur l'ancienne base militaire historique de Roosevelt Roads à l'étape supérieure. Voilà, c'est juste après le Nouvel An, après une ouverture aussi de la part de Maduro ces dernières heures à des possibles retours de, par exemple, Chevron, Exxon aussi, oui. Dans certains endroits aussi au Venezuela, des négociations. Voilà. Enfin, on voit qu'en tout cas, il n'y a plus de lien, en tout cas aujourd'hui, entre le Venezuela et les États-Unis. À un niveau, en tout cas, où Donald Trump aujourd'hui va frapper concrètement le Venezuela. Voilà. On va reparler du pétrole parce que c'est effectivement une question cruciale dans ce dossier. Malgré tout, vous qui êtes spécialiste de l'Amérique du Sud et qui êtes au contact des populations d'Amérique du Sud, est-ce que globalement dans les pays qui entourent le Venezuela et au Venezuela également, on s'attendait à cette frappe, on savait qu'elle arriverait au bout d'un moment, ou est-ce qu'on pensait que ce n'était qu'une menace qui ne serait jamais suivie des faits ? On sent quand même qu'il y a une pression qui américaine, en tout cas dans les Caraïbes, qui s'accentue. Et ça, c'est clair. Et les autres pays, en tout cas de l'Amérique du Sud, que ça soit ici, par exemple, à Lima, au Pérou, ou par exemple au Chili ou en Équateur, concrètement, on suit attentivement, en tout cas, ce que fait Donald Trump, en tout cas dans les Caraïbes. Voilà. Et c'est clairement, en tout cas, un retour, en tout cas en force des Américains sur le continent, et en force à la fois au niveau Mais est-ce qu'on a militaire, peur de Donald Trump, Guillaume Ascari ? Est-ce que les habitants de l'Amérique du Sud ont peur de Donald Trump ? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu un changement à la Maison-Blanche, on craint quelque chose de concret ? Est-ce qu'on a peur ? Je pense qu'ils sont très partagés. Aujourd'hui, en Amérique du Sud, vous avez deux courants. Vous allez avoir le courant Milley, Trump, mais aussi d'autres courants. En tout cas, par exemple, quand on regarde les dernières élections aussi en Bolivie, voilà, il y a à la fois des personnes qui soutiennent ce que fait Donald Trump aujourd'hui, et parce que faut comprendre concrètement, par exemple sur le cas du Pérou, le Venezuela, pour beaucoup de Péruviens par exemple et d'Équatoriens, c'est depuis 2018, c'est aussi des flux migratoires qui passent pour les pays à gérer, c'est aussi une peur aussi parfois pour certains habitants aussi, par exemple dans certaines villes. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est comme ça que c'est perçu aujourd'hui cette crise vénézuélienne. C'est à la fois ce que fait Donald Trump, mais c'est aussi une crise migratoire aujourd'hui que vivent d'autres pays qui sont voisins du Venezuela.
Alors, restez avec nous, Guillaume Ascari, parce qu'on a encore d'autres questions à vous poser. Grégory Phillips, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'il y a une ingérence des États-Unis dans un pays d'Amérique centrale, Amérique latine. Ça rappelle le Panama, notamment en 1989. Oui, et c'est pour ça que au moment où on découvre ce qui se passe à Caracas, on se demande si on ne va pas vers quel scénario on va aller. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Soit quelques frappes de sites, pardonnez-moi l'expression, bien ciblés pour mettre à mal notamment l'organisation du narcotrafic et faire chanceler le pouvoir, ou est-ce qu'on part sur quelque chose de plus ambitieux qui serait le départ de Maduro et un changement de régime? Et ça, c'est ce qui s'était passé en 1989, effectivement au Panama, avec l'intervention des Marines américains qui avait entraîné la chute du dictateur Noriega. À l'époque, si je me souviens bien, vous aviez 26 ou 28 000 soldats américains qui avaient été déployés dans le pays pour faire la chasse aux dictateurs. Attention, le Venezuela et le Panama de l'époque, c'est pas la même chose. Au Venezuela, vous avez quand même une armée beaucoup plus importante, beaucoup mieux organisée, et vous avez un pays qui a le soutien notamment de la Russie et de la Chine, qui a fourni des équipements militaires. Donc le petit Panama et la destitution de Noriega à l'époque, pardonnez-moi pour l'expression petit Panama, il n'y a rien de péjoratif évidemment, mais on n'est pas sur les mêmes échelles si jamais les Américains se lancent dans une opération de ce type. Vous parlez de la Russie, Grégory Phillips. Effectivement, même fin décembre encore, il y a eu un communiqué de Moscou qui manifestait de profondes préoccupations. Un coup de fil entre le ministre des Affaires étrangères vénézuélien et son homologue russe, donc Sergueï Lavrov, justement sur ce dossier. Et Moscou, à ce moment-là, a réaffirmé son plein soutien face aux hostilités contre le Venezuela. Et effectivement, il existe des accords, notamment de soutien militaire, qui ont été actés notamment en 2024, des accords sur le pétrole, dont on a parlé depuis le début de cette édition spéciale, mais aussi sur les armes, éventuellement, qui pourraient être fournies en fonction des besoins du pays. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des alliés, on parlait tout à l'heure des potentiels alliés, qui émergent de grandes puissances comme la Russie. Et pas des moindres alors. Notamment des systèmes de défense antiaérienne pour protéger les sites militaires dont certains ont été visés cette nuit. Mais la question aujourd'hui, c'est justement comment réagira l'armée vénézuélienne. Est-ce que réellement Maduro a suffisamment de soutien pour que, face à ces frappes, à cette pression militaire américaine, l'armée continue de soutenir Maduro? Puis vous avez un peuple vénézuélien qui ne veut plus, dans son immense majorité, de Nicolás Maduro. Les élections, elles sont truquées. On sait bien que ce n'est plus aujourd'hui, même aux yeux, par exemple, des Américains, le président légitime, parce que les dernières présidentielles, il y a eu un bourrage d'urnes, ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas Maduro aujourd'hui, celui qui a été véritablement choisi par le peuple vénézuélien. Vous avez des centaines d'opposants en prison. Vous avez Machado, qui a été désigné prix Nobel de la paix, qui est l'opposante numéro 1 à Maduro, qui a été obligée de quitter le pays, probablement aidée d'ailleurs par les Américains, pour aller récupérer son prix Nobel à Oslo, et qui a elle-même dédicacé son prix, si j'ai envie de dire, à Donald Trump. Donc, vous avez une grande partie aussi, à mon avis, du peuple vénézuélien qui appelle à cette pression américaine, parce que cela fait des années et des années qu'ils subissent le joug de ce régime. Donc oui, c'est pas du tout, on n'est pas dans le même scénario évidemment que Panama, mais aujourd'hui, en fait, cette pression américaine peut permettre aussi peut-être de libérer ces forces vives vénézuéliennes qui sont complètement sous la chape de plomb du régime. Donc on rentre aujourd'hui vraiment dans un univers où tout est possible, et la fin de Nicolás Maduro est aujourd'hui concrètement envisagée par l'administration américaine, qui d'ailleurs ne s'en cache pas. La chef de cabinet de Donald Trump a donné une interview à Vanity Fair il y a quelques temps, où elle disait bombarder les bateaux des narcos, ils sont persuadés au sein de l'administration Trump que ça va marcher et qu'on va réussir à avoir la peau de Nicolás Maduro. Donc quand même, l'objectif, il est assez affiché du côté de l'administration Trump, c'est d'aller jusqu'au bout et d'essayer de faire tomber ce régime. Mais le plus surprenant, c'est l'opération. C'est-à-dire que on décide d'une opération militaire, on verra de quelle ampleur elle sera, évidemment.
Est-ce qu'elle sera circonscrite à ce qui s'est passé cette nuit et dans les quelques heures qui viennent, ou est-ce qu'on part sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux avec des troupes, notamment des Marines, qui pourraient être déployées dans Caracas? Ça, c'est surprenant sur le plan politique. Je pense que l'objectif, vous avez raison, il est clairement affiché. En revanche, c'est un peu en contradiction avec le programme de Trump, avec ce qu'il a promis à ses électeurs, à savoir pas d'interventionnisme, et nous, on reste focus sur l'Amérique. Alors, on se demandait ce que pourra faire l'armée vénézuélienne dans les heures qui viennent. Il y a eu un communiqué de presse venant du gouvernement vénézuélien qui dit tout le pays doit se mobiliser pour vaincre cette agression impérialiste. Alors évidemment, c'est une réaction que l'on peut attendre lorsqu'un pays est attaqué. Ça ne préjuge en rien, effectivement, d'une escalade militaire de la part du Venezuela, qui sait que probablement, face aux États-Unis, il est perdant. À moins que des alliés tels que la Chine, la Russie notamment, entrent en ligne de mire. Vous avez un pays de 28 millions d'habitants, une armée de, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, 130 000 hommes à peu près. Un appel à mobiliser les réservistes, un appel à l'état d'urgence, à l'état d'exception, mais vous avez un petit pays comparé évidemment à la puissance militaire américaine. Nicolas Maduro a affirmé qu'il avait 4,5 millions de miliciens sur lesquels il pouvait soi-disant compter pour défendre son régime, et il a appelé à la mobilisation générale depuis que ces pressions américaines sont ouvertement faites. Mais après, ce pays, il faut quand même savoir ce que c'est que le Venezuela. C'est un pays exsangue avec une économie qui est complètement à genoux. Donc avec quels moyens? Sous embargo aussi depuis de nombreuses années. C'est ça aussi qui met la population en colère. En fait, il y a effectivement la colère contre un pouvoir démocratique qui peut être remis en question, mais aussi parce que on a cette pression économique, et tout se mélange effectivement. Donc il y a cet étouffement de la population qui est multifactoriel et qui du coup peut alimenter une contestation. Et en fait, les gens qui peuvent éventuellement politiquement soutenir Nicolas Maduro vont s'en détourner parce qu'effectivement la situation économique est à genoux, comme vous le disiez, Magali. Ou à l'inverse, pression économique, vous le disiez, pression économique, alors même que le pays est un des plus gros producteurs de pétrole. En effet, tout ça est paradoxal, et c'est pour ça que le pays souffre notamment. Ou à l'inverse, le risque que cette agression américaine, je pense que à l'heure qu'il est, on peut utiliser ce terme, remobilise le peuple vénézuélien et se disent mais pourquoi c'est Trump qui vient décider? Enfin, honnêtement, c'est un scénario possible aussi. Alexandre Vautravers, vous êtes toujours avec nous, merci. On a besoin de vos lumières militaires sur ce dossier parce que, encore une fois, on sait que tout ça est mouvant et se joue sous nos yeux. Alors, les chaînes américaines aujourd'hui ont tenté de joindre le Pentagone et la Maison-Blanche en leur demandant si les deux organes confirmaient cette intervention américaine au Venezuela. À ça, il n'y a pas eu de réponse. C'est-à-dire qu'on a préféré ne rien dire, ni confirmer, ni infirmer. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, que l'opération n'est pas terminée, par exemple? L'opération n'est pas terminée, et d'ailleurs un certain nombre de balises ou de systèmes d'information qui communiquent par exemple l'emplacement de vols civils, commerciaux à proximité du Venezuela n'ont pas encore été remis en route. C'est donc qu'il y a encore un certain nombre d'actions qui sont en cours. Est-ce que, selon vous, à partir de maintenant, Donald Trump peut lui-même prendre la parole pour confirmer tout cela en personne? Il aime bien le faire, on sait qu'il ne laisse pas beaucoup de place à tous ceux qui sont en dessous de lui dans la hiérarchie, pour, comme on le disait, marquer un coup et finalement montrer que l'intervention est de son fait, que c'est de sa volonté et qu'il faut s'attendre à ce que les autres pays s'alignent également sur sa volonté à lui. Bien sûr, avec un bémol, c'est le décalage horaire qui existe entre les États-Unis et aujourd'hui. On est au cœur de la nuit en ce moment sur la côte est américaine. Maintenant, ce que l'on peut dire aussi, et c'est une dimension qui n'a pas été évoquée jusqu'à maintenant, c'est la dimension de politique nationale dans laquelle sur laquelle Trump va certainement pointer le doigt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la gauche américaine, la gauche du Parti démocrate, a pendant de très longues années encensé, soutenu, évoqué toute une série de théories bénéfiques de l'économie et de la structure de la société vénézuélienne. Le président Obama avait, disons, pris ses distances, mais on voit bien qu'il y a là un règlement de compte qui va servir non seulement sur le dossier de l'immigration, non seulement sur le dossier de la lutte contre la drogue, mais qui va servir contre ce Parti démocrate ou cette aile gauche socialisante du Parti démocrate aux États-Unis.
Nous avons également en ligne Guillaume Ascari, journaliste spécialiste de l'Amérique latine. Alors, il est 4h30 du matin à Caracas, donc il y a très peu de déclarations officielles, si ce n'est celle évidemment du gouvernement vénézuélien qui dénonce une très grave agression militaire. Vous voyez des images en direct depuis Caracas. Le président colombien également s'est exprimé. Il a condamné l'attaque contre Caracas en dénonçant l'illégalité. Est-ce que, Guillaume Ascari, la Colombie, qui est aussi impliquée dans le narcotrafic, craint d'être le prochain sur la liste? Moi, je pense qu'il y a une crainte concrètement de la part de Gustavo Petro aussi, que la Colombie soit aussi, d'ailleurs Donald Trump s'en est pas caché, que la Colombie et notamment la frontière entre le Venezuela et la frontière terrestre entre le Venezuela et la Colombie, qui est un des lieux de transit en tout cas de la drogue et du narcotrafic, qui est un des sujets évidemment de cette présence et de ce déploiement américain, évidemment pourrait être visé. Et la Colombie regarde évidemment ce que fait Donald Trump de manière très attentive. Moi, je pense que derrière cette opération de Donald Trump, c'est un moyen aussi de mettre un coup de pression à la fois très fort avec cette stratégie d'étranglement sur le Venezuela, mais de l'autre côté aussi de mettre aussi un gros coup de pression, notamment sur la Colombie et sur Gustavo Petro, pour que derrière des choses soient faites, en tout cas concrètes. On sait qu'il y a un manque aussi de contrôle, en tout cas de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Voilà, on sait que c'est une des frontières, en tout cas comme la frontière entre l'Équateur terrestre et la Colombie, qui sont des frontières qui sont quand même assez dangereuses et où les contrôles sont parfois très aléatoires. Voilà. Nicolas Maduro, qui s'est fendu d'un communiqué, parle de cette attaque en disant l'objectif des États-Unis n'est autre que s'emparer des ressources stratégiques, en particulier pétrole et minéral. Est-ce que cette affaire de narcotrafic et donc la justification de Washington pour frapper Caracas, en fait, est un prétexte ? De toute façon, cette opération-là, si on regarde concrètement aux États-Unis, on en parle depuis janvier dernier. Et la lutte contre le narcotrafic, on en parle même bien avant. Et Donald Trump en parlait aussi, d'ailleurs, lors de son premier mandat. Ce qui évidemment change la donne, c'est l'investissement chinois aujourd'hui au Venezuela. Au Venezuela, on a évidemment un pétrole qui est à l'arrêt, de plus en plus à l'arrêt par rapport à ces dernières années, et qui manque aussi d'investissement. Et aujourd'hui, on a un investissement chinois qui a pris du temps à venir, mais qui, depuis notamment le mois d'avril, mai, à travers un consortium de différentes entreprises chinoises, qui aujourd'hui est effectif. Et évidemment, il fallait un réveil américain. Il y a une partie justement de l'électorat aussi MAGA qui est pour cette intervention aujourd'hui au Venezuela. Il faut dire qui est. Et on le voit aujourd'hui à travers à la fois les différentes déclarations sur les médias américains. Et quand on voit aujourd'hui l'investissement chinois qui est massif, je ne sais plus les chiffres en tête, au Venezuela, sur le pétrole, évidemment, il y a d'un côté la lutte contre le narcotrafic, mais il y a aussi évidemment le pétrole, quand on sait que le Venezuela a les plus grandes ressources, en tout cas réserves de pétrole brut au monde. Vous restez avec nous un instant, Guillaume Ascari, si vous le voulez bien. D'abord, Magali Barthès, on a beaucoup parlé de la réaction des Vénézuéliens eux-mêmes ou des populations dans les pays qui entourent le Venezuela. Quid des Américains? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'ils ont quand même élu un président dont on pensait qu'il avait horreur de la guerre. Et aujourd'hui, eh bien, non seulement il lance des opérations sur ce front vénézuélien, mais il en a lancé d'autres au préalable. Est-ce qu'ils perçoivent ça comme une espèce de trahison de cette promesse électorale, ou est-ce qu'au contraire, ils voient ça comme manifestement un retour de la grandeur américaine qui n'hésite plus à intervenir et qui va faire en sorte que le pays redevienne puissant? Je pense que les sentiments sont assez partagés. Vous avez, à mon avis, une partie des électeurs de Donald Trump qui sont plutôt contre et qui ne comprennent pas très bien
pourquoi est-ce que les États-Unis iraient jouer les gendarmes du monde en disant c'est plus du tout la priorité. Mais après, Donald Trump, ce qu'il fait, c'est qu'il explique qu'en s'attaquant au Venezuela, il s'attaque au narcotrafic, il s'attaque à cette drogue qui arrive par l'Amérique du Sud. Pour le bien de son pays, donc. Donc en fait, il vient protéger, en fait, il vient remettre de la sécurité aux frontières. C'est ce qu'il va expliquer à ses partisans. Et puis, vous avez aussi, et ça c'est intéressant, une partie du parti conservateur, je veux dire plus traditionnel, derrière notamment Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, qui, à mon avis, sont très pour aller faire la police du côté du Venezuela. Marco Rubio, il faut bien comprendre, donc, ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, fils d'exilés cubains, qui a le régime de Maduro dans le viseur depuis qu'il est rentré en politique et qui rêve de ce moment où finalement les États-Unis pourraient obtenir la tête de ces régimes. Alors, on parle du Venezuela, mais après l'espoir de Marco Rubio, c'est certainement Cuba, dont il est originaire. Donc un espèce d'effet domino dans la région pour que justement cette Amérique du Sud, qui est considérée par Trump, et on l'a vu dans sa revue stratégique américaine, qui est considérée vraiment comme son précaré et sa sphère d'influence, lui soit désormais bien plus favorable. Donc vous allez avoir, à mon avis, des réactions assez partagées, mais tout le travail de Donald Trump va être d'expliquer qu'en fait, ce qu'il fait là, avec ses frappes, c'est pour la sécurité du peuple américain. Avec des mots bien à lui sans doute, mais c'est risqué quand même, Grégory Phillips, parce que on a dit que récemment Donald Trump, niveau sondage, il n'est pas spécialement bien loti. On a vu aussi que sa politique commençait à montrer non pas ses fruits, mais à l'inverse ses fruits pourris, si j'ose dire. Donc là, notamment aujourd'hui, est-ce qu'il va réussir à faire passer l'idée qu'une intervention auprès du public, ça doit être perçu positivement? Pas sûr. Alors plusieurs choses. Les mauvais sondages, c'est essentiellement sur la politique économique. Je crois qu'il a 32 ou 33% d'Américains qui pensent qu'il se débrouille bien sur le plan économique. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Magali, la drogue, c'est vrai, a été un sujet central de la campagne, la lutte contre la drogue. Il suffit d'aller aux États-Unis, dans quelques centres-villes des grandes villes, pour s'apercevoir des ravages que la drogue peut faire. Philadelphie, San Francisco. Enfin voilà, avec ces gens totalement perdus et qui sont sous emprise, avec en plus évidemment la violence des gangs, qui a été aussi un des sujets centraux de la campagne de Trump. Donc je pense que certes, l'interventionnisme de Trump est un peu surprenant, mais que ça peut néanmoins parler à cette base MAGA, qui vit pas forcément dans les grandes villes, mais qui voit les images à la télévision de Los Angeles downtown et qui se dit mais c'est l'enfer, il y a des drogués partout. Après, il y a une autre frange des républicains, ce sont ces républicains conservateurs